Refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e émission de On refait le H, une émission bénévole faite par des fans pour les fans du HBC Nantes, émission enregistrée dans les conditions du direct chez Mika ce soir. Chaque semaine, nous décortiquons l'actualité du H en compagnie de Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Polo, content de te retrouver. Ça s'est bien passé le Maroc ? Content d'être de retour, ça s'est très bien passé, j'en parlerai dans une prochaine émission. En compagnie également de Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Paul, bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Attends, j'ai pas dit bonjour à Yann. Bonjour Yann et bonjour tout le monde, parce que je suis concentré sur toi. C'est gentil, pour une fois ça me fait plaisir. Et en compagnie donc de moi-même, Paul, vous l'aurez compris. Au sommaire de cette 10e émission, nous reviendrons donc sur le match contre Nîmes et les résultats du sondage qui en découlaient. Nous évoquerons également le tirage de la Coupe de la Ligue, et puis dans un deuxième temps, nous reviendrons sur le résultat de la N1 qui a malheureusement perdu contre Toulouse, une défaite 33-31. Nous aborderons enfin le match contre Arendal. Mika nous a préparé un petit papier à ce sujet. Et puis, dans un dernier point, nous parlerons du prochain match contre Ivry. L'occasion tout de suite de commencer tout de suite dans le vif du sujet et de revenir sur ce match contre Nîmes. Messieurs, qu'en avez-vous pensé ? Frustrant. Quand on voit la première période qu'on fait, on termine à la mi-temps 15-12, 3 buts d'avance, on maîtrise globalement le match. À la 40e, on est à 26-14, 26-16, pardon, si j'ai bon souvenir, donc 4 buts d'avance aussi. Et là, les plombs ont sauté. Trou noir, qui peut s'expliquer pour différentes raisons. La première, c'est l'impact physique imposé par l'équipe de Nîmes, auquel le H n'a pas su répondre dans la durée. Alors c'est lié essentiellement à des joueurs absents, sur blessure, et des retours de blessure, donc des joueurs pas totalement opérationnels comme Dragan Pechmalbek, qui avait peut-être pas encore les 60 minutes dans les pattes, et Olivier Gnocas aussi. Et donc cet impact physique imposé par Nîmes a créé un manque de lucidité en fin de match de la part de nos joueurs. Ça traduit par exemple avec le passage en force de Senyamin Buric ou la passe désastreuse d'Olivier Gnocas directement en touche. Et puis à part ces conditions-là, je dirais il y a aussi les gardiens. Un trop faible taux d'arrêt, notamment d'Emile Nielsen, puisque Cyril Dumoulin, quand il a suppléé, il est à 4 sur 10, plutôt pas mal, mais Emile est à 6 sur 25 ou 5. Emile, surtout comparé à ses performances habituelles, qui sont quand même très largement au-dessus du lot. Voilà. Effectivement, là, il fait, je crois qu'il fait que 5 arrêts, hein, c'est ça, il est à 20%, c'est pas de son niveau. Les gardiens nîmois font pas mieux. Hein. Ils ont les mêmes. Bien sûr. Desbonnet fait 5 arrets, il a 25. Bien sûr, mais c'est pas des gros stats pour autant. Non, c'est pas des gros stats. Mais c'est essentiellement l'impact physique et le manque de lucidité qui en a découlé, qui fait qu'à la fin de match, on explose, et malheureusement, c'est frustrant, c'est ce que j'ai dit. Frustrant, hein, parce que on gagne ce match, c'est logique, on fait match nul, c'est logique, on perd ce match, c'est logique. Après, moi, je retiendrai quand même la très bonne performance pendant 45 minutes face à un adversaire de haut niveau, et ça rassure, notamment après la correction qu'on avait reçue face à Toulouse. C'est ton avis, Mickaël, aussi ? Frustrant, c'est ça ? Bah oui, alors Yann il a déjà pratiquement tout dit. Frustrant, oui, je suis d'accord avec ce mot. Moi, je le résumerais, si je devais le résumer en un mot, par rassurant. Parce que je garderais le bon côté des choses. J'étais très inquiet après Toulouse et cette énorme déconvenue et cette incapacité à répondre aux Toulousains. Là, je nous ai trouvé bien. On a fait 45 très bonnes premières minutes. Comme tu l'as dit, ce match-là, on peut très bien le gagner. C'est pas un scandale. On le perd, c'est pas un scandale non plus, mais on passe pas loin. On a montré vraiment des très bonnes choses face à une très bonne équipe.
Alors malheureusement, ben ouais, le dernier quart d'heure, ben il fait chier quoi. On passe on a eu un +5 même, je crois à un moment à cette défaite. Euh, Moi, ce qui m'a dérangé, c'est au moment où on a la baisse physique. En fait, j'ai trouvé que offensivement, et c'est souvent, je l'ai souvent remarqué depuis le début de la saison, quand on est en difficulté, offensivement, on propose plus rien. Et alors d'habitude. C'est on donne tout à Tourna, il se débrouille. Là, Tourna était hyper bien pris par les Nîmois. Ah, il marque son premier but à la 37e. Donc, on a changé de tactique, c'est on donne tout à Mine et il se débrouille. Donc Mine qui fait un gros match. Émeric fait un match magnifique. Il a été très bon. Malheureusement, ben, il peut pas tout faire face à une défense nîmoise bien en place. J'aurais aimé qu'on l'aide un petit peu plus à côté. Là, il s'est retrouvé esselé. Et ben, on a vu notre avance fondre. Et c'était, je vais reprendre ce mot que tu as dit, frustrant de voir cette avance fondre comme neige au soleil. Et puis, ben voilà, ça finit en queue de poisson. Oui, parce qu'avant les 10 dernières minutes du match, le H est toujours devant. Puis en fait, Nîmes grignote comme ça. Le H n'arrive pas à remettre ses buts, à garder son avance, faible soit-il. Hein, et du coup, il repasse devant. C'est exactement ça. C'est ce que vient de dire Mickaël. Au niveau offensif, on ne propose plus aucune animation. On se repose exclusivement sur les performances individuelles d'Emeric Mine. Et en défense, parce que en défense, on a pêché aussi. Alberto Entrerios avait ciblé à juste titre Elohim Prandi comme le danger majeur de Nîmes. Quand on voit la performance de Prandi, on n'a pas réussi à le bloquer. Alors pourtant, il avait très clairement annoncé qu'il fallait fermer. On n'a jamais fermé sur le bonhomme, jamais. C'est facile de l'annoncer, mais quand un joueur de la qualité et dans l'état de forme dans lequel il est en plus en ce moment, on t'a beau dire faut le prendre. Ben quand le mec il est à ce niveau-là, c'est compliqué. Ah bien sûr, bien sûr. Le H tente 47 tirs, il y en a 25 en fond des filets. Nîmes tente 39 tirs, il y en a 26 au fond, il y a aussi une efficacité devant le but qui est ça correspond aussi un petit peu à ce que je disais. Mine, il a un petit peu de déchets, il a 6 sur 11, mais parce que voilà, à un moment aussi, on l'a laissé prendre des tirs hyper compliqués parce qu'il était seul, et donc on a eu les occasions pour le faire. Malheureusement, on l'a laissé prendre des tirs difficiles et ça en découle aussi. Malheureusement, ça l'a pas fait. Moi, je soulignerais aussi le coaching d'Alberto Entrerios. Il fait rentrer Garcia en fin de match. Alors beaucoup de gens qui lui ont mis des taquets. Je comprends pas le faire rentrer dans les dernières minutes comme ça. Si tu comptes sur un mec pour le Money Time, tu le fais rentrer avant. Tu le fais prendre un petit peu la tendance, la température du match. Là, tu le fais rentrer à la fin. C'est hyper tendu pour tout le monde. Le mec qui débarque, il est à un poste qui est pas vraiment le sien. Toujours le faire jouer sur le poste, soit en défense, soit en attaque d'arrière droit. Il est un peu perdu. Il a évolué au poste d'arrière gauche. Il est passé une fois au poste d'arrière gauche, malheureusement, Tourna s'en souvient certainement parce qu'il a pris un tir en pleine tête. Mais non, mais franchement, est-ce que c'est pas plus facile de le faire rentrer à un moment donné où l'équipe tourne bien, où elle maîtrise le jeu, pour lui donner confiance, exactement, et de le faire rentrer à ce moment en fin de match quand on sent qu'on galère un petit peu, qu'on n'a pas trop la solution, de se dire tiens, j'ai un joueur qui arrive, qui a pris confiance, qui a mis quelques bons tirs, qui va venir pour cette fin de match impactante où les autres trouvent pas la solution. Mais c'est exactement ça. Après, ce qui est compliqué, c'est quelqu'un comme Dragan qui est sur ce poste en défense à droite. Moi, j'aurais plus fait jouer Petro. Mais en attaque. Parce que Lazarov a disparu de la deuxième mi-temps. Bien sûr, parce que Kirill ne peut pas tenir 60 minutes, on le sait, à son âge. Là, on lui demande pas de tenir 60 minutes parce qu'il a joué avec les phases offensives. Non, mais sur les phases offensives, sur les phases défensives. Il est sorti parce que là, il y avait Dragan qui était revenu. Mais oui, la première mi-temps, je suis pas facile avec Lazarov depuis le début de la saison parce qu'il a pas non plus les performances qui moi me convainquent. Mais là, il fait une très belle première mi-temps. Ouais. Efficace au niveau du tir, bien dans la distribution du jeu. Par contre, où c'est pas possible, c'est la deuxième mi-temps, il disparaît complètement. Et là, je suis d'accord, il aurait fallu tenter Petro. Mais il y a quelques joueurs qui n'ont pas été au niveau. Kirill disparaît, mais Cavalcanti n'a pas existé, Augustin Lucen n'a pas existé
du tout. Mais il n'y a pas une balle qui lui va à l'aile. Non, je suis d'accord, mais tu peux proposer, tu peux rentrer deuxième pivot, tu peux essayer les choses. Ouais. Après, il y a aussi les consignes. Hein. Ouais, après, il y a les consignes. Hein. Quand On a t'es aussi- ailier, si t'as aucune balle qui t'arrive, il y a un moment. On a aussi beaucoup de blessés, et forcément, ça fait plus jouer les autres aussi, ils sont plus sollicités. Donc là aussi, il y a peut-être un autre roulement à trouver. Alors, l'excuse des blessés, il n'y a pas que ça. Mais il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Vu que les blessés sont pas là, peut-être effectivement mettre d'autres joueurs à contribution pour trouver d'autres perspectives, d'autres angles d'attaque. Ouais, là je pense qu'il y avait quelques possibilités. Alors c'est facile après le match de le dire. Je pense qu'il y avait quelques possibilités de changer. Aujourd'hui, le point noir, c'est ce poste d'arrière droit où on a Lazarov qui est un petit peu seul. Et derrière gauche, c'est les deux points noirs. Arrière gauche. Arrière gauche, ça va quand même un peu mieux. C'est On a quand même potentiellement 3 joueurs. Cavalcanti, Garcia qui peut y jouer et Niocas qui vient de revenir. Ouais, donc 2 joueurs. Ça dépend lequel t'enlèves. Hein. Niocas, je le trouve pas mauvais. Je parlais pas de Newcastle, mais ça peut aussi. Moi, je le trouve plutôt. Il a fait des bonnes choses. Non, je parle pas d'Olivier, je parle. Voilà, physiquement, il s'est pas employé à fond, mais. Je parle d'Antonio Garcia. J'ai rien contre lui. Hein, j'ai pas incriminé et fusillé le joueur, tiré sur une ambulance. Mais comme on l'a dit, c'est pas quelqu'un qui a été recruté pour remplacer Romain Lagarde. Contrairement à ce qui est commenté régulièrement, c'est quelqu'un qui a été recruté pour pallier les blessures potentielles d'Olivier Niocas. C'est plus ça. Et donc avoir un troisième. Et puis pour venir dépanner à droite, sur la base arrière, un petit peu. C'est ça. Voilà. C'est pas du niveau de Lagarde. Ah non, mais de toute façon, il y a pas. Ça n'a jamais été vendu comme ça. Ça n'a jamais été vendu comme ça. Jamais. On n'a jamais cru que c'était le remplaçant de Lagarde. Hein. On parlait justement de niveau, hein, messieurs. C'était la question du sondage. 3 matchs de Lidl Star League, 3 grosses équipes, Paris, Nîmes et Toulouse, qui sont soldés par 3 défaites. Alors la question qu'on vous posait justement dans le groupe, c'était d'après vous, le H fait-il encore partie à ce jour des 5 meilleures équipes françaises? Il y avait donc plusieurs réponses à apporter à cette question. Celle qui est arrivée en tête, c'est le H est en reconstruction, mais il a le talent pour être dans le top 5. Vous êtes 173 à avoir pensé que c'était le cas. Vous êtes 22 ensuite à penser à nous dire que vous êtes inquiet pour cette saison, mais aussi pour les prochaines, car vous voyez le H décliner. Enfin, vous êtes 12 à nous dire le H ne fait plus partie des meilleures équipes du championnat, et c'est seulement une saison de transition. Enfin, vous êtes 5, évidemment, à penser que le H fait toujours partie du top 5 français, et pour vous, c'est une évidence. Messieurs, votre avis sur ce sondage, sur les résultats, puis votre opinion? Bon, moi, j'ai voté la première possibilité, là, celle qui a été le H est en reconstruction, mais il a le talent d'être dans le top 5. Oui, voilà. Je pense, je me mouillais un petit peu, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le top 5. Puisque Paris est devant nous, Montpellier je pense est devant nous, Nîmes et Toulouse je vais les mettre aussi devant nous puisqu'ils viennent de nous battre, et Toulouse joue très bien. Par contre je pense qu'on est devant Aix et Chambéry, on va bientôt le savoir parce qu'on va bientôt les jouer, pour moi on va les battre. Donc aujourd'hui ouais, je nous classerais 5e ou au moins dans le top 5, donc pour moi on y est, oui. Est-ce que Aix-Chambéry, ça va être décisif pour toi? Est-ce que c'est un test évidemment. Là, c'est le dernier des tests. Évidemment, là, aujourd'hui, on a 3 défaites contre des gros. Je veux dire, si on veut s'affirmer comme un futur européen pour l'année prochaine, et je parle pas Ligue des Champions, mais je parle même EHF, oui, il faut gagner ces matchs-là. Si on veut s'affirmer dans le top 5, il faut gagner ces matchs-là. Gagner contre les petits, comme Ivry cette semaine, on va en reparler après, c'est très bien. Ça rapporte tout autant de points de battre un petit qu'un gros. Mais à un moment, il va falloir battre nos concurrents directs, parce que c'est sur ces matchs-là aussi que la différence se fait. Là, bon, allez, il y a Paris, mais bon, je pense qu'à peu près tout le monde va perdre contre Paris. Mais là, on a 2 défaites contre des clients directs, Nîmes et Toulouse. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc oui, ça va être décisif. Mais pour moi, je suis pas trop inquiet. On est encore dans le top 5. Alors, on n'est plus dans le top 3 comme on a pu l'être pendant les dernières saisons. Contrairement à ce que nous a annoncé le président Pelletier en début d'année, on est bien dans une saison de transition, puisque on était tout en haut, vraiment à batailler pour la Ligue des Champions. On a encore une belle équipe. Pardon, qui va batailler pour finir dans le top 5, pour être européen l'année prochaine. Et voilà, c'est une période de transition, on a beaucoup de jeunes, il va falloir 1-2 saisons pour que ça revienne et qu'on puisse revenir disputer les places pour la Ligue des Champions à Montpellier et Paris. Mais aujourd'hui, on est à la place à laquelle on doit l'être, à laquelle notre effectif nous permet de l'être, et c'est bien comme ça. Yann, ton avis aussi? C'est mon avis sur le fait que l'équipe est en phase de reconstruction. Par contre, je considère que, évidemment, le H fait toujours partie du top 5. Parce que pour moi, le top 5, ça ne se limite pas à un classement.
et à des résultats, c'est aussi comment c'est tout un club en fait, donc c'est la capacité médiatique, la capacité à attirer, le nombre de spectateurs, la salle, le taux de remplissage, et évidemment quand on prend tous ces paramètres en compte, on fait partie du top 5. Alors oui, les résultats pour l'instant, nous sommes 6e au classement, bon, 6e, 5e, il n'y a pas une grosse différence, surtout qu'on a égalité. Voilà, surtout qu'on a l'égalité de points. En fin de saison, on verra où on en est exactement. Même à mi-saison, tout le monde aura joué tout le monde. Voilà. On pourra faire le bilan. Mais c'est clair qu'au niveau supporterisme, au niveau taux de remplissage de la salle, au niveau bruit, au niveau médiatique, on fait très clairement même partie du top 3. Voilà, il faut réussir à gagner le top 3 dans les résultats, quoi. C'est ça. Bon, messieurs, ça nous emmène vers le deuxième sujet de l'émission, à savoir le tirage de la Coupe de la Ligue. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce tirage ? Tirer Dunkerque, c'est pas ce qu'il y a de plus malheureux, on va dire. On aurait souhaité Istres ou Dunkerque, à domicile si possible. On a Dunkerque à l'extérieur. Faudrait être sérieux pour autant. Hein. Quand je dis ça, c'est pas... Faut avoir le courage de y aller, quoi. Faut aimer le tourisme industriel. Voilà. Faut aimer le Nord. Faut aimer le Nord. Le Nord, ça peut être joli. Dunkerque, c'est encore différent du Nord. Hein. D'accord. Monsieur spécialiste. Monsieur se souvient de sa visite à Dunkerque. Rien à voir avec le Maroc. D'accord. C'est ton avis également, Mika ? Moi, je suis jamais allé à Dunkerque, mais j'ai pas envie d'y aller, donc ça me pose pas de problème. On embrasse les Dunkerquois. Oui, non. Si, voilà, si on les embrasse. Oui, je vais reprendre ce qu'a dit Yann. Pour moi, c'est un tirage moyen. L'adversaire fait partie de ceux que je voulais. C'est ce qu'on s'était dit avec Yann. Istres ou Dunkerque, c'était bien. Par contre, j'aurais aimé le match à la maison. Voilà, on en a que 3 jusqu'à Noël. Un 4e, ça aurait fait plaisir. Bon, on l'a pas. Maintenant, moi, Dunkerque, c'est une équipe qui m'impressionne pas du tout depuis le début de la saison. Donc je pense que si on est sérieux, on a largement les capacités d'aller chercher une place dans le Final Four. Et c'est ça qui est très bien. Moi, j'ai envie de voir l'équipe au Final Four l'année prochaine. J'ai envie de les voir l'équipe remporter un trophée de plus. Et moi, je vois que ça. Donc Dunkerque, ça me va bien. C'est une équipe... voilà. C'est un bon tirage. Pour moi, c'est un bon tirage. Et voilà, j'espère que les gars vont être sérieux, qu'ils vont nous offrir ça. Je ne sais pas, mais c'est un tirage... acceptable, voilà. J'en sais rien. Dès qu'on joue à l'extérieur, c'est un peu compliqué quand même. Forcément. Mais c'est toujours mieux. Pour une fois qu'on n'a pas Nîmes et Paris, on va quand même pas se plaindre. Voilà. Mais j'ai jeté un œil au match Dunkerque-Chartres la semaine dernière. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé tout le match. Mais 5 minutes, ça m'a largement suffi. Ça avait tout d'une purge intense. Non, et puis voilà, tous les observateurs qui ont pu regarder Dunkerque depuis le début de l'année, ça fait pas peur. Donc le match de coupe entre Saint-Raphaël et Dunkerque, je l'ai pas vu, était d'un ennui profond également. Donc si on est sérieux, on va passer ce tour et on aura, j'espère en tout cas, la chance de faire un petit déplacement au Final Four l'année prochaine pour la Coupe de la Ligue. En espérant que ce ne soit pas l'autre bout de la France. Ouais, ou alors si c'est loin, dans un endroit sympa. Enfin, moi je me rappelle avoir fait Montpellier, c'était très sympa. Non, pas Dunkerque, mais Montpellier, le déplacement à Montpellier, c'était hyper sympa. Donc si c'est Montpellier, c'est sympa. Bon, Montpellier, c'est le sud. Ça nous emmène tout droit vers Toulouse. Et notamment la défaite de la N1, 33-31. Et ça nous avait manqué, les transitions de polo. La semaine dernière, on n'était pas aussi bon, mais alors là, c'est parfait. Mais je vous avais écouté, c'était quand même une très belle émission. J'ai écouté ça sous le soleil que vous n'aviez pas, mais bon. Et justement, le soleil, on le retrouve avec Toulouse. Alors, cette défaite de la N1, qu'est-ce qu'on doit en penser ? Qu'est-ce qui leur a manqué ? Exactement la même chose que pour les pros, frustrant. À moins de 2 minutes de la fin, le H mène à Toulouse 31-30. Et là, trou noir également, les plombs ont sauté, on prend 3-0, on perd 33-31, c'est ça. Hein. 33-31, c'est ça. Et malgré les 12 buts de Baptiste Damatrin, alors frustrant, surtout que Toulouse était vraiment bon à prendre, c'est pas un cadre de la N1, hein, même si c'est une réserve de club professionnel. C'était une équipe qui était à leur niveau, quoi. Ah ouais, largement. Après, ce qui est dommage,
Mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis le début de saison, c'est toujours les mêmes joueurs nantais qui performent. Alors, c'est pas pour accabler les autres, c'est pas ça. Mais en gros, c'est un peu les internationaux, quoi. C'est Damatrin, Monard qui a des super stats. Il est encore sur ce match-là. Briet, bon là, il n'a pas les bonnes stats, mais généralement, il performe. Hoffman, Matteo Fadul qui en met 6. Les autres, faudrait peut-être qu'ils hissent un peu un peu leur niveau, ou se mettent au niveau de leurs coéquipiers. C'est sans les accabler, c'est au contraire, c'est les tirer vers le haut pour que eux progressent également. Mais c'est pas possible d'avoir 5 joueurs qui sortent du lot à chaque fois et pas les autres, parce que une fois que vous avez compris que c'est ceux-là, bon, c'est plus compliqué pour l'équipe d'aller performer, quoi. Voilà. Mais c'est frustrant. Mika ? Oui, c'est pour moi la première vraie déception de la N1 cette saison. Jusqu'à présent, les entre guillemets mauvais résultats, donc défaites ou matchs nuls, avaient été, on va dire, logiques et face à des adversaires de haut niveau et bien classés. Là, la réserve de Toulouse, comme tu l'as dit, Yann, est plutôt du deuxième partie de tableau, donc on pouvait vraiment s'attendre à une victoire. Donc c'est un résultat qui est décevant. Maintenant, ça fait partie de l'apprentissage des garçons. On a un groupe qui est très jeune, qui apprend son métier. On a un groupe vraiment très jeune. Qui apprend leur métier de futurs joueurs pro. En tout cas, je le souhaite pour la majorité d'entre eux. Et voilà, l'apprentissage, c'est pas facile. Et les défaites, ça fait partie du jeu. Ça forge aussi des bonhommes. Je pense que voilà, ces garçons aussi, en début de saison, on se souvient, ils gagnaient tous leurs matchs de 10 buts. Ouais. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait aussi se remettre un petit peu en question, prendre un petit peu de plomb dans la tête. Tout ça, c'est à mon avis, ça va leur servir pour l'avenir. Maintenant, ils ont fait un très bon début de saison. Ça serait dommage de tout gâcher. Donc j'espère qu'ils vont se reprendre très vite et puis nous ramener des victoires et puis rester en haut de tableau. Voilà, il y a pas non plus à s'inquiéter. Maintenant, ça fait quand même 2 résultats négatifs parce que le nul à domicile, c'est pas non plus fifou. Donc fifou. Ouais, fifou. Voilà, on espère que les gars à domicile contre la Nester. Oui, voilà, à domicile on perd des points. Bon, voilà, j'espère que ça va repartir. Voilà, au niveau des stats, je vais donner la stat de Théo Monard. T'as dit qu'il avait été bon, effectivement, il a 8 sur 10 au tir. Théo, on a plutôt l'habitude de le voir un peu comme un défenseur. Et là, ça fait quelques matchs qu'offensivement, ça marche bien. Ça prouve aussi que le garçon se développe et progresse. Et ça fait plaisir parce que, on le répète un peu chaque semaine. Mais on dit que du bien. Mais ça fait partie des garçons dans lesquels on croit beaucoup. Et donc, il montre sa progression. Voilà, bon, tu as dit, Baptiste Damatrin est à 12 buts, donc c'est vraiment le serial buteur de la N1. Et puis, il y a Matteo Fadul qui va en met 6 avec un peu de déchets parce qu'il a 6 sur 13. C'est les noms, pour ceux qui suivent l'émission, c'est les noms quand même qu'on sort souvent de la N1. Ouais, mais c'est exactement ce que disait Yann. C'est ce que je disais, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Alors, c'est très bien pour eux. Mais ça prouve aussi que les mecs, ça prouve qu'ils ont envie. Oui, puis qu'il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Mais ce serait bien qu'on parle aussi un peu d'autres, parce que il y en a quelques-uns qui devraient performer et qui ne le font pas. Petro, j'en attends plus quand il joue en N1. Pelechenko, Guénolé Gaillard, qui est quand même international français jeune. Et qui a fait une saison incroyable l'année dernière et qui cette année est vraiment dans la difficulté. Ouais. Un peu dans le trou, oui, c'est ça, pas parler toujours les mêmes. Quoi. Moi, un petit mot sur Joris Limousin, qui est ailier et qui est un des tout meilleurs buteurs et qui est blessé là depuis 2 matchs. Et Lanester et Toulouse, comme par hasard, 2 matchs qu'on gagne pas. Il est très important dans l'équipe. C'est pas le joueur le plus médiatique, le joueur dont on parle le plus. Il est pas international, mais il apporte beaucoup à l'équipe. C'est aussi un petit jeune, qui a suivi. Et là, il est actuellement sur le carreau et je sais pas si c'est une conscience directe, mais en tout cas, ça fait 2 matchs qu'il est pas là et 2 matchs où on n'a pas les résultats escomptés. Bon, Mika, justement, tu avais la parole et je crois que tu nous avais préparé un petit papier sur le match contre Arendal. Ouais, juste avant, oui. Je voulais faire juste un petit point sur le classement de la N1 avant d'attaquer Arendal. Oui. Le PSG donc est toujours leader, mais ils se sont fait accrocher pour la première fois. Un petit voyage à Mickey qui s'est mal passé. Ils ont fait match nul, contre Torcy, Man-la-Vallée. C'est le premier accro de la réserve du PSG. Bruges est toujours deuxième. Ils ont battu nos voisins de Rezé. Et donc nous, on est à la 3e position à égalité de points avec Rezé. Donc voilà, il n'y a pas de...
On est toujours bien classé. Et la rejouera maintenant le 23 novembre et on recevra la réserve de Cesson-Rennes. Donc, qui est L'occasion pour les supporters d'aller encourager la N1 Ah voilà, bruyamment. Hésitez pas à y aller si vous voulez. Et puis bon, Cesson, ils sont que 10e de la poule, donc je pense que c'est un très bon match pour se relancer et puis faire en sorte que les roses et bleus repartent avec les valises bien pleines. Bon, un très bon match, c'est au moins ce qu'on espère pour le H contre Arendal. Et justement, tu avais un petit mot à nous dire à ce sujet, Mika. Oui, voilà, je vais vous présenter un petit peu notre futur adversaire en Coupe d'Europe. Donc le club, c'est l'OIF Arendal Elite pour son nom complet. Donc situé dans la ville d'Arendal, qui est une petite ville norvégienne à 250 km au sud d'Oslo. Voilà. Leur club de handball s'est créé en 1929. Alors ils n'ont aucun titre de champion de Norvège à leur palmarès, même s'ils ont terminé plusieurs fois vice-champions, dont notamment l'année dernière, derrière le club norvégien bien connu de Elverum. Elverum ? Oui, qui participe à la Ligue des Champions. C'est l'occasion de leur préciser. Hein. Voilà, et qui est dans la poule du PSG cette année, et qu'on a joué quelques fois en Coupe d'Europe ces derniers temps. Ils ont gagné une Coupe de Norvège en 2015, c'est leur seul titre. Et ils ont participé 7 fois aux différentes Coupes d'Europe, dont 4 fois à l'EHF Cup, pour pas vraiment beaucoup de réussite, puisqu'ils n'ont jamais atteint les phases de poule, ils sont toujours fait éliminer lors des tours préliminaires. On espère que ça va durer cette année, parce que vu qu'on les affronte, on n'a pas envie qu'ils aillent à la phase de poule, parce qu'on a bien envie d'y aller. C'est toujours important de passer les préliminaires. Et voilà le moment gênant de Polo. Voilà, il nous avait manqué la semaine dernière, on l'a maintenant. Donc, il y a des fans du moment gênant de Polo. Je pense à Nico qui va être très content de l'avoir entendu. Je l'embrasse. Donc cette saison, Elverum se sont fait éliminer en 8e de finale de la Coupe de Norvège par Feilingen, le club de Bergen. Et en championnat, ils sont actuellement 4e avec 5 victoires et 3 défaites. Ils ont gagné ce week-end à domicile contre Saint-Alvard 34-28. Et ils rejouent mercredi comme nous. Ils seront en déplacement du côté de Naerbo, actuellement 7e du championnat norvégien. En EHF Cup, donc cette année, ils sont rentrés au tour précédent. Ils ont affronté, alors ce nom de club il est horrible, les Islandais de Hafnjar Fjordur. Je vous promets que je me suis entraîné, mais c'est impossible. Non, c'est pas si mal. Hein. Mais c'est pas si mal. Hein. Donc ils ont gagné l'aller en Islande 30-25 et ils ont assuré au retour 28-27 pour retrouver donc le HBC Nantes lors du 3e tour de la Coupe d'Europe. Bon, j'ai jeté un coup d'œil sur les joueurs, je vais pas vous mentir, j'en connais aucun. Mon avis sur la question, c'est qu'on est largement au-dessus de cette équipe et que ça serait une faute professionnelle de ne pas se qualifier pour les phases de poule. Donc voilà, j'espère qu'on va largement gagner dimanche prochain à la maison. J'espère que vous viendrez nombreux aussi et puis que comme ça on sera tranquille pour le petit voyage en Norvège. Gagner à la maison pour ramener la coupe après. Hein. On espère, on n'y est pas encore. Yann, c'est ton avis aussi à Arendal, c'est à la portée du H. Hein. J'espère bien. Après, j'ai pas grand chose à ajouter après Mickaël parce que je connaissais absolument pas ce club-là. Je pense que Arendal, pour un supporter français, et c'est vraiment pas pour être méchant, c'est un peu comme si vous demandiez à un supporter de Manchester United ce qu'est le Stade Rennais. C'est à peu près pareil, quoi. C'est le gars vous dirait, on n'en sait rien. Ils ont des maillots rouges, c'est pas si mal. C'est ça. Et rouge et noir d'ailleurs les deux. Ouais. Voilà. Et Arendal aussi. Je savais au moins qu'Arendal avait le maillot rouge et noir. C'est la seule chose que je savais. Un peu à la Milan AC. Mais sinon non, je connaissais pas ce club-là plus que ça. Oui, c'est un bon tirage, comme le dit Mickaël. Si on passe pas ce tour-là, c'est une vraie faute professionnelle, étant donné qu'on a l'ambition de participer au Final Four cette année, voire de l'organiser. Si on passe pas ce tour-là, ce serait honteux. Oui, il nous faut les phases de poule, clairement. Il faut qu'on joue. C'est essentiel pour le club, d'un point de vue de l'image, d'un point de vue financier, et tout ça. Donc c'est essentiel qu'on ait les phases de poule. Justement, on parlait de rouge et noir. C'est les couleurs aussi du prochain adversaire de Nantes, à savoir Ivry. Et justement, là, votre avis, messieurs, sur ce prochain match ? Ça va être compliqué. Ivry joue le maintien depuis plusieurs années. Là, cette année, ils ont vraiment des bons résultats. Ils sont plutôt pas mal classés par rapport à ce qu'ils présageaient en début de saison. Les défaites qu'ils ont connues, c'est contre des gros clubs.
c'est pas passé loin. Montpellier, Paris, si j'ai bon souvenir. Ils perdent à Nîmes la première Nîmes, journée. pardon, et il doit y avoir une défaite un peu dégueulasse contre Dunkerque aussi. Mais sinon, c'est un club qui a de toute façon, qui a toujours été très enquiquillant pour le H. On a toujours fait des performances assez compliquées là-bas. On avait perdu lamentablement il y a quelques années. On avait fait aussi un match nul à la Trocardière. Alors, juste pour illustrer ton propos, la défaite, c'était il y a quasiment pile poil 2 ans. C'était le 8 novembre 2017. On avait perdu 30-29 là-bas. Ouais, oui, on y était avec Marc dans cette salle moisie. Parce que... Ah oui, non, mais c'est... Donc, la salle d'Ivry. La collectivité d'Ivry. La salle ouais, bah oui, mais c'est quand même... Non mais tu le dis, mais c'est l'occasion aussi de prendre conscience à chaque fois qu'on a quand même des équipements qui sont plus qu'à la hauteur, qui sont. Mais c'est essentiel, c'est essentiel. Effectivement, on boxe pas dans la même catégorie. Et voilà, c'est essentiel. Et c'est vrai que Ivry, c'est compliqué, quoi. La salle, elle est. Ceux qui auront l'occasion de regarder le match demain, ouais, vous allez voir que c'est autre chose que la Arena. Ouais, bien sûr. Hein. Donc c'est vrai qu'environnement hostile, parce que vous n'êtes pas habitué à jouer dans un hangar. Et contre une équipe qui performe en plus cette année. Alors elle est derrière nous au classement, mais elle est vraiment kikinante à jouer, comme je disais. Donc pour moi, ça va être tout sauf facile. D'autant plus qu'on sort de 2 défaites d'affilée, ce qui ne nous était pas arrivé depuis bien longtemps. Donc de toute façon, il faut qu'on gagne. Il n'y a pas le choix si on veut comment postuler aux premières places. Mais ça va pas être facile. Ça va même être plutôt compliqué. Il y a intérêt à être sérieux. Ouais. Bon, c'est un bon match aussi pour se remettre dedans. Après les défaites qu'on a eues là, une victoire contre Ivry, ça serait quand même dans la suite logique au vu des espérances du H. Bah oui, si on gagne, ça sera un bon match pour se remettre dedans. Si on gagne, oui. Si après, ouais, comme tu l'as dit, Yann, c'est une équipe qui est compliquée. Je vais juste sortir quelques chiffres pour illustrer tout ça. Donc c'est la 4e défense du championnat. Ils ont le meilleur gardien au niveau du nombre d'arrêts, Mate Sunic, avec 90 arrêts à 33%. Et puis je suis noté 3 résultats qu'ils ont fait. À domicile, ils ont fait match nul 23 partout contre Aix. Ils ont battu Chambéry 28-24. Pour un candidat au maintien, c'est quand même pas mal. Et ils sont allés gagner du côté de Saint-Raphaël 31-28. C'était Saint-Raphaël, je disais Paris. Voilà, ils sont allés gagner là-bas. Donc c'est quand même 3 résultats qui, pour un candidat au maintien, prouvent que ils sont même au-dessus, en tout cas actuellement, des équipes qui jouent le maintien, puisqu'ils ont 7 points, ils sont 9e. Donc ouais, ça va être un match difficile. C'est une équipe qui nous réussit pas beaucoup. Ces dernières années, on a eu des résultats un peu pourris face à eux. C'est une équipe qui est très solide, emmenée par les frangins Bataille, là, qui sont l'âme de cette équipe et qui sont de vrais guerriers. Donc clairement, faut pas y aller la fleur au fusil, parce que sinon on va droit à une déconvenue. Maintenant, je pense que si on y va sérieusement, on a un collectif qui leur est supérieur. On sait mieux jouer au handball qu'eux. Si on est sérieux, comme tu le dis, voilà. Tout est logique pour qu'on remporte ce match. Mais il faut être sérieux. On sait mieux jouer au handball qu'eux. On a des meilleurs handballeurs qu'eux sur la globalité de l'effectif. Si on fait un match de la teneur de ce qu'on a fait contre Nîmes, ça va passer. Maintenant, attention, parce que je l'ai dit juste avant, il y a des gros qui se sont plantés contre eux. Donc il va falloir faire très attention et être très concentré. Mais en théorie, ça doit passer. Messieurs, vous avez presque répondu à ma prochaine question, qui était celle des pronostics. On l'a compris, hein, vous voyez une victoire du H, mais de combien ? Moi, je dirais plus 4. Plus 4 pour toi, Mika, et pour toi, Yann ? Plus 3, avec chance. Alors, pour plus 3 avec chance, j'ai besoin de te demander de préciser, mais... C'est plus 3, ce serait un gros écart, en fait. Je serais plus 1, plus 2. Bon bah alors mais je vois comme le plus 3, il est temps que il est temps que la chance tourne un peu pour nous. Bon, adjugé vendu pour plus 3. La roue va tourner, comme disait Franck, pour rester dans la thématique dans la thématique des Hauts-de-France. Pour finir avec une citation philosophique. Bah écoutez, je pense aussi de mon côté que ça sera une victoire de plus 4 et on l'espère en tout cas un match pour se remettre dedans. Oui, Mika, un dernier mot pour finir. Oui, bon, pour conclure, juste vous remercier de nous écouter. On a notre dernière émission qui a eu une petite augmentation au niveau des audiences, donc on voudrait juste vous remercier, ça nous fait plaisir, ça nous motive. Et remercier Journal Non-Sport pour le petit papier. Exactement, qui a certainement aidé à cette augmentation de fréquentation. Donc voilà, on espère que vous prenez toujours autant de plaisir à nous écouter. Nous, en tout cas, on en prend beaucoup à la faire. On prend beaucoup de plaisir à faire cette émission.
l'émission. Et je vous invite aussi, chers supporters, quand vous me croisez dans les allées ou quand vous nous croisez, à venir à notre rencontre pour qu'on puisse prendre vos réactions et en discuter à l'occasion des prochaines émissions. Et à nous payer des coups aussi, si vous voulez. Et on vous en paiera aussi également. Non. Non. Écoutez, comme ça vous avez l'avis de chacun. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve pour la prochaine émission. Ce sera la 11e. On espère donc une victoire sur le... Deux victoires, parce que là on a 2 matchs, Ivry et Arendal. 2 victoires, mais au moins une pour sûr pour le prochain match. Mais on espère au moins 2 victoires dont on pourra parler à l'occasion de la prochaine émission. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, et rendez-vous à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir, merci.